Bonjour tout le monde, voilà, je suis de retour. J'ai passé la semaine 6 pieds sous terre. Si vous regardez ma dernière vidéo, j'étais démoralisé et puis j'ai mis du temps un petit peu à revenir à la surface. Vous savez, à force de lutter, des fois on tire un peu trop sur la ficelle. Donc voilà, je suis de retour. S'il vous plaît, ne me parlez pas de mes cheveux, hein, je sais tout ce que vous voulez dire, je le sais. Donc je vis avec. Tu sais, des fois tu vois un type, et puis genre, tu n'aimes pas sa gueule, tu vois le genre. Et t'as envie, t'as envie de le détester pour ça. Tu comprends, on est des humains. Des fois, t'as envie de détester quelqu'un pour quelque chose comme ça. Et là, en fait, si tu réfléchis bien, tu vas découvrir une chose. Tu vas découvrir que toi, tu as vu cette gueule maintenant. Tu as vu cette gueule pendant une minute, pendant 60 secondes, pendant ce que tu veux. Et t'en es arrivé à ne pas la supporter. D'accord. Pense que ce type-là, lui, cette gueule, il vit avec. Cette gueule, il la voit tous les jours. Il la voit tous les jours, peut-être depuis 50 ans. Tu comprends? Donc, quand tu penses comme ça, tu as peut-être tendance à aimer ce type, plus qu'autre chose. Voilà, c'est juste un petit truc entre parenthèses que je me dis des fois. Et j'aimerais continuer, donc, j'aimerais continuer. Et vous dire une chose. En Occident, nous sommes, je dis nous parce que je vis avec vous, nous sommes ce qu'on appelle du bétail fiscal. Ça signifie que si nous ne sommes pas morts, c'est que nous avons encore la possibilité de produire des choses pour le système. D'autres pays où ils produisent pas assez pour le système, ils ont les terroristes de Tchétchènes en bas de chez eux, juste pour vous dire. Alors, je vous explique un petit peu les vrais crimes des régimes arabo-musulmans. C'est-à-dire que, pour comparer, nous sommes en Europe ou en Occident du bétail fiscal. Nous produisons pour le système. Alors, il y a des partis comme en France par exemple, comme l'UMP ou le PS, qui se battent chacun pour prendre le contrôle du système, mais il faut les voir. Imaginez que vous soyez genre, je ne sais pas, un mouton dans un élevage, et puis on élève les moutons pour les tondre, pour qu'ils finissent à l'abattoir et des choses comme ça. Et en fait, vous voyez deux entreprises par exemple, ou vous voyez deux éleveurs qui se battent pour le contrôle de la ferme. Alors, il serait très utopique de votre part, en tant que mouton, de penser que lorsque cet éleveur-là prendra le contrôle de la ferme et évincera celui que vous avez maintenant, il serait très utopique de croire que le nouvel éleveur va ouvrir les portes de la ferme et libérer les vaches et les poules et les moutons et tout, et leur dire allez-y, vivez en liberté. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout pour ça. Ce n'est pas du tout pour ça qu'il cherche à prendre le contrôle. Il cherche à prendre le contrôle pour lui-même. Donc en fait, vous représentez une manne, vous représentez une manne financière importante par votre production. Alors, on vous abrutit, bien sûr, on vous abrutit, mais on cherche à vous abrutir, mais en même temps, on veut quand même vous laisser assez dans la tête pour que vous puissiez produire. Parce que si on vous abrutit trop et que vous soyez en train de baver sur vous-même, c'est clair qu'à ce moment-là, vous ne valez rien. Donc, si vous voulez, de la part de vos contrôleurs ou de nos contrôleurs, c'est une sorte d'équilibre à trouver entre abrutir les gens jusqu'au point où ils ne se rendent pas compte de leur situation, mais en même temps ne pas les abrutir trop, parce que sinon ils deviennent complètement inutiles et puis la manne s'arrête. Et bien sûr, cette manne-là est utilisée comme collatéral pour emprunter de l'argent sur votre dos. Et même vos enfants qui ne sont pas nés sont utilisés, leur production est utilisée comme collatéral pour dire écoutez, je contrôle un bétail fiscal qui peut rapporter tant, mais j'ai besoin d'argent maintenant. Donc vous me donnez l'argent maintenant et puis on vous rendra plus dans le futur. Et puis c'est pour ça que les banques prêtent au système, justement parce que vous êtes utilisé comme collatéral. Voilà, donc ça c'est l'Occident. Allant dans le monde arabo-musulman, vous pouvez étaler cette rationnelle aussi à l'Afrique. Hein, je dis arabo-musulman, mais on peut aller plus large en Afrique. En Afrique, vous débarquez dans n'importe quel pays, vous allez voir que les trois quarts des gens travaillent sans payer d'impôts. C'est pas que c'est des paradis fiscaux, mais vous avez des épiceries qui sont ouvertes depuis 10 ans, sans papier, sans registre de commerce, sans rien. Vous avez des gens qui travaillent dans des chantiers ou autres qui sont payés cash. Vous avez des gens qui vendent des fruits et légumes par terre ou dans des marchés et tout se fait en cash et tout ça. L'État, même s'il y a des impôts, l'État n'est pas très sérieux à aller réellement chercher cet argent-là. Parce qu'en fait, de la vision de l'État, ce qui est intéressant dans ce cas-là, ce n'est pas le bétail fiscal. Ce qui est intéressant, c'est les rentrées
dû au pétrole, dû aux matières premières, etc. C'est-à-dire que en France, votre système ne peut pas vous laisser ne pas payer d'impôts et puis essayer de vivre sur le pétrole français. Il n'y en a pas. Mais par contre, dans les pays arabo-musulmans, c'est tellement plus facile, au lieu de se casser la tête à contrôler le peuple, à vouloir pomper de l'argent de chez eux, il y a des choses qui rapportent beaucoup plus. Donc en fait, c'est les matières premières. Alors, à ce moment-là, une fois que le système est composé de gens qui sont en train de pomper les matières premières et les vendre et mettre la plus grande partie de l'argent dans leur compte en Suisse, du moment qu'il y a des gens qui se mettent dans les rouages de l'économie et puis qui ont une attitude on va dire de racketteur ou de prédateur et qui prennent l'argent pour eux, à ce moment-là, ils s'en foutent réellement du bétail fiscal. Donc le bétail fiscal, donc le peuple, devient une sorte de nuisance. Parce que le risque à ce moment-là, de la part d'un dictateur arabo-musulman, le plus grand risque quand même, pour lui dans sa vision, c'est de voir le peuple se retourner contre lui un jour. Alors qu'est-ce qui se passe? Il pousse à l'abrutissement des populations, mais de manière beaucoup plus brutale que ce qui se passe chez vous. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de l'abrutir en faisant gaffe à ne pas pousser trop. On n'a pas de limite, on abrutit puis on y va à fond. Donc en fait, ils ont tué tout ce qui est culture, ils ont tué tout ce qui est création, ils ont tué tous les gens capables de créer, capables de réfléchir, capables de choses comme ça, ont été soit chassés des pays arabo-musulmans, soit sont en train de déprimer dans un coin, etc. Mais ils ne sont pas du tout, ce ne sont pas des gens qui ont fait participer au système. Vous regardez le nombre de spectacles qu'il y a à Paris en une soirée, et je vous garantis que c'est supérieur à tout ce qui se passe en un an dans tout le monde arabo-musulman. Vous voyez le genre. En Algérie, on a des chanteurs qui sont célèbres, qui sont connus, qui vendent depuis des années et qui doivent avoir un job à côté pour pouvoir joindre les deux bouts. L'État ne les protège pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de protection de la création, on n'a pas de protection de l'art, on n'a pas de la protection de l'invention et tout ça. On s'en fout, on veut abrutir le peuple. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, les régimes arabo-musulmans ont tout fait pour abrutir leur peuple. Alors, ils les ont abrutis par la religion, ils les ont abrutis par le foot, ils les ont abrutis par des choses comme ça, de sorte que on a des peuples qui sont aujourd'hui, on a de l'illettrisme qui est revenu, l'archaïsme qui est revenu, c'est-à-dire que des peuples intellectuellement, d'accord, je parle de l'intelligence collective, globale, je ne parle pas de personne. Vous pouvez trouver toujours quelqu'un de brillant au milieu du Nigeria, au milieu de la Mauritanie, je ne dis pas ça, mais globalement, si vous prenez le peuple dans sa globalité, il a un âge mental ou un niveau intellectuel correspondant à celui du Moyen-Âge. Donc ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, ils sont très faciles à manipuler. Les régimes arabo-musulmans étaient très contents, étaient très satisfaits de cet état de choses. Ils pensaient que voilà, ils ont atteint une stabilité, ils pourraient se maintenir éternellement et puis garder ces nuisibles sous contrôle. Le problème qu'ils n'ont pas vu, c'est que ces nuisibles-là, qui n'ont rien dans la tête, ils peuvent être contrôlés de l'extérieur. Ils peuvent être contrôlés de l'extérieur, ils n'ont aucun moyen de se défendre contre les moyens modernes de manipulation. C'est-à-dire que lorsque tu ramènes un peuple entier à un niveau mental moyenâgeux, à ce moment-là, ne t'étonne pas qu'avec des moyens relativement rudimentaires disponibles en 2013, tu puisses le manipuler. C'est des gens qui deviennent très facilement manipulables. Alors, ce réveil des gens comme les Saoudiens, comme les Qataris et tout ça, qui étaient eux à la base, qui s'occupaient de leur propre pays, qui étaient on va dire, c'est des Bédouins qui ont fait de l'argent vite. Donc au départ, ils ont passé un certain nombre de décennies occupés à acheter des Ferrari, des Rolls en or et ramener des putes par avion. Jusque-là, ils dérangeaient personne, hein, c'est plutôt amusant. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, tiens, il y a la crise en Occident. Qu'est-ce qui se passe en Occident? Il y a la crise. Ça signifie que le bétail fiscal ne rapporte pas autant que le système occidental l'aurait souhaité. Ça signifie que les régimes occidentaux, aujourd'hui, sont à vendre. C'est-à-dire qu'ils sont à vendre plus offrant, parce qu'ils sont prêts à trahir ce bétail, qu'ils ont tendu à un point que maintenant, il ne leur rapporte plus rien ou il ne leur rapporte plus grand-chose. Et en fait, ils sont prêts à se vendre plus offrant. Donc ça devient intéressant déjà. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, il y a des pays arabo-musulmans où il y a des peuples qui sont complètement décervelés, où il y a eu une sorte de filtrage, où toute personne qui arrive à passer sa tête au-dessus de l'eau a été soit chassée, soit tuée, soit emprisonnée, soit etc. Donc,
Eux, ils ont une équation très simple. Ils réfléchissent en bédouin, ils réfléchissent très simple. Ils se disent, je fous le bordel chez les uns, par l'entremise des autres, et je prends le cash au passage. Ils sont très simples, les mecs. Hein. Ils réfléchissent pas très loin. Ils sont extrêmement simples. Ils sont totalement amoraux. Ils n'ont aucune forme de moralité ou de compassion. Bon, ça n'a pas été inventé chez eux. Ça, c'est clair. Donc, ce qui se passe, ils ont lancé l'initiative que vous connaissez dans les pays arabo-musulmans. C'est-à-dire que, par exemple, les terroristes tchétchènes débarquent en Syrie et commencent à massacrer du Syrien. Le bédouin, lui, il gagne sur tous les coups. Il gagne sur tous les tableaux. Pourquoi ? Le bordel, c'est dans son intérêt. Là, on voit par exemple qu'à Dubaï, par exemple, ils ont des projets qui sont à l'arrêt. Il y a la crise financière qui commence à les toucher. Ils ont dépensé trop et ils ont besoin de plus de cash. Par contre, ils ont le pétrole. Une guerre, bah, c'est tout bénef. Le prix du pétrole augmente. Idéologiquement parlant, ils gagnent quoi ? Ils ont ce wahhabisme qui est littéralement une forme avancée de satanisme. Bah, ils se disent, ça nous permettra de l'étaler partout. Ils l'étalent. Et ils payent qui ? Ils payent les ports d'occidentaux pour aller faire la guerre pour eux, pour aller soutenir leurs terroristes. Voilà. Donc, franchement, c'est win-win sur tous les tableaux pour eux. Ils sont là, ils sont tranquilles. Voilà. C'est simple. Et ça, c'est le vrai crime, si vous voulez, le fait d'avoir abruti la population par la force, le fait d'avoir cassé le système éducatif, cassé le système universitaire, cassé les intellectuels, emprisonné les intellectuels, terrorisé les intellectuels par des barbouzes, des polices secrètes, etc., qui n'avaient aucun autre intérêt que d'aller chasser les gens qui réfléchissent, ben à ce moment-là, les pays arabo-musulmans se retrouvent totalement ouverts, les jambes écartées, mes amis, les jambes écartées, moi je vous le dis, les jambes écartées à quoi ? Ah ben, à tous ces salopards. Parce qu'aujourd'hui, la menace, pendant des décennies, on a vécu dans une logique qui dit que la menace est une menace intérieure, que le peuple est la plus grande menace. Ah ben aujourd'hui, un peuple complètement zombifié et abruti subit une menace extérieure totalement nouvelle, qui n'avait pas été calculée. Donc aujourd'hui, dans n'importe quel pays arabo-musulman, il suffirait comment ça s'appelle ? Il suffirait que les bédouins payent pour quelques parachutages de terroristes djihadistes de machin, quel pays de merde ils viennent. Comment ça s'appelle ? Tchétchénie. Voilà. La Tchétchénie. Et puis c'est le bordel. Il y aurait même des gens du pays qui seraient capables de les rejoindre. Voilà. Capables de les rejoindre et commencer à s'entretuer. C'est très simple. Gère ça maintenant. Hein, ça fait des décennies qu'ils sont en train de planter ça et maintenant ils l'ont dans le cul, comme on dit. Voilà, grosso modo. C'est ce que je cherche à dire. J'espère que c'est clair maintenant. Voilà. Putain. On est dans la merde, hein. On est tous dans la merde. On n'est pas. Mais franchement, moi je vous dis un truc. Il faut absolument que ces putains de Français récupèrent leur putain de pays. Ça, c'est super essentiel. C'est très important. Je vois ça comme aujourd'hui quelque chose d'inévitable. Si ces gens récupèrent leur pays, ça enlèvera ce pays de l'équation. Or, ce pays aujourd'hui est vraiment en train de soutenir le terrorisme international contre nous. Ça signifie que le jour où on viendra nous massacrer dans nos propres pays, il y aura ce putain de système français derrière. Voilà ce que ne veulent pas comprendre certains. Mais bon, je me demande si je suis en train de parler à des humains ou parler à de la merde. Franchement, je vous dis, aujourd'hui, je suis voilà. Démoralisation, colère après. Démoralisation, colère. Voilà, je passe entre ces deux statuts. Je vous explique le truc. C'est que qu'il y a un certain nombre de personnes dans la communauté arabo-musulmane qui ont été achetés. Ils ont été achetés par quoi ? Par l'impunité pour les crimes à la con, pour voler des portables, voler des bouteilles de gaz, agresser des gens. Ils ont été achetés en leur donnant l'impunité avec ça. Ils ont été achetés aussi par l'aide sociale. Maintenant, ils s'en fichent que ce même système aille égorger les leurs dans leur propre pays. Ils s'en branlent complètement. Du moment qu'ils ont ça, c'est fini. Si demain on vient nous massacrer en Algérie, je vous garantis que plein d'Algériens continueront à voter pour ce système-là. Ils s'en branlent totalement. Ils s'en branlent complètement. Ils ont été achetés il y a longtemps. Je parle à des bêtes. Je parle même pas des humains, moi. Voilà. Bon, clair maintenant ? J'étais clair.